Voilà, alors on va gentiment commencer. Tout d'abord, au nom de l'équipe et du projet communautaire Redonner Vie, nous vous souhaitons la bienvenue. On a un grand plaisir à vous accueillir ce soir à ce premier atelier Redonner Vie de 2026. On se réjouit de votre participation et on espère que cette soirée soit inspirante, qu'elle soit intéressante. Et quand je dis nous, c'est-à-dire l'équipe du projet communautaire Redonner Vie et puis les organismes partenaires, notamment ce soir, qui organisent ce webinaire, à savoir BirdLife Suisse et la Fondation Push. Aujourd'hui sont présentes Diana Marty, qui est chargée de projets biodiversité dans les agglomérations chez BirdLife Suisse, et puis collaboratrice de projet pour Redonner Vie. Elle va être notre référente ce soir pour les questions techniques, notamment via le chat. Cécile Auberson, qui est biologiste et chef de projet pour la Fondation Push, notamment des projets en lien avec la biodiversité dans les zones urbaines en Suisse. Et je suis très heureuse qu'elle soit ce soir parmi nous et notre experte pour que nous puissions bénéficier de ses connaissances. Et moi-même, Mélinda Ritter, je travaille également pour la Fondation Push dans les domaines de la communication et de la recherche de fonds. Peut-être pour commencer, vous vous demandez qui se cache derrière Redonner Vie et qu'est-ce que c'est que ce projet communautaire. Redonner vie avec plus de nature, c'est un projet participatif d'envergure nationale qui vise à promouvoir la biodiversité en valorisant des surfaces dans les zones bâties afin que ces zones soient ou deviennent le plus naturelles possible. Alors, les zones d'habitation, elles ne sont pas forcément grises ou bruyantes, hein, elles recèlent également d'un énorme potentiel pour le bien de l'être humain, pour la nature. Et puis notre but, à nous, et c'est d'exploiter davantage ce potentiel-là. En fait, j'ai envie de dire, c'est très simple. On souhaite ramener la nature en ville, dans les quartiers, rendre les sols perméables et puis permettre à la vie de s'y développer. Alors qu'il s'agisse d'un bac, hein, d'une jardinière, d'un balcon, d'un toit plat ou d'un jardin, chaque contribution, elle est précieuse et chaque contribution va relier en fait les espaces de vie entre eux. Et tout à chacun, on peut contribuer à ramener plus de nature en ville. Et comme on dit que l'union fait la force, nous avons plus de 70 partenaires qui valorisent leurs propres espaces, qui sensibilisent leurs clients, leurs employés ou la population, et puis qui planifient à leur propre campagne et qui participent à la réussite de ce projet. Comme dit tout à l'heure, et peut-être pour ceux qui sont peut-être pas, qui viennent d'arriver, hein, n'hésitez vraiment pas à poser vos questions dans le chat. On vous répondra lors des moments questions-réponses. Peut-être brièvement quelques mots sur le déroulement du webinaire qui va durer jusqu'à 20h30. On va commencer par un petit tour de présentation au moyen de quelques questions posées en ligne pour lesquelles je vous invite déjà à sortir votre smartphone. Ça nous permettra aussi de connaître un peu plus notre auditoire et puis peut-être vos attentes. Et puis Cécile Auberson vous parlera de biodiversité. Je vous présenterai ensuite moi-même quelques pages de la plateforme Redonner Vie et puis on aura ensuite un moment pour des questions-réponses. Et puis, sans attendre, je laisse la parole à Cécile Auberson pour cette introduction à la biodiversité. Ouais, merci beaucoup, Mélinda. Je vais partager mon écran, du coup. Alors, voilà, moi, je vais vous faire effectivement ce petit exposé déjà sur comment vraiment les bases de la biodiversité, comprendre la biodiversité, la connaître un petit peu mieux. Et puis, pour ça, je vais commencer par une petite partie vraiment très théorique, expliquer pourquoi est-ce qu'on entend si souvent aussi que la biodiversité est menacée, pourquoi est-ce qu'il faut la protéger. Et puis dans une deuxième partie, je vais vous expliquer un peu plus en détail comment est-ce qu'on peut nous la protéger à notre échelle, quelles sont les actions qu'on peut prendre concrètement. Déjà peut-être pour commencer par une note un petit peu poétique, on peut dire que la biodiversité c'est vraiment beaucoup de choses, hein. Ce sera le bourdonnement, le craquement, le chant. Ça peut être la reptation, donc le fait de ramper, le battement d'ailes, le saut, la diversité des parfums, des couleurs ou des formes. Donc, si on résume ça et qu'on prend la définition en guillemets officielle de la biodiversité, c'est vraiment toute cette diversité, cette variabilité de la vie qui existe sur Terre. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la biodiversité, elle a presque trois facettes, on pourrait dire, hein. On parle d'une diversité au cube. Parce que la diversité des espèces qu'on connaît bien, quand on voit par exemple ici cette illustration, cette image de prairie fleurie avec la sauge, la marguerite, le trèfle, ça c'est vraiment la biodiversité comme on la vit tous les jours. Et
c'est celle à laquelle on pense euh, directement en général. Mais derrière cette biodiversité, cette diversité des espèces, il y a aussi la diversité génétique qui se cache. Et cette diversité génétique, elle est importante parce qu'elle permet la résilience des espèces face à des influences extérieures, que ce soit des épidémies, que ce soit des changements, par exemple les réchauffements climatiques, ce genre de choses. Et puis finalement, le dernier type de diversité qui est important, c'est cette diversité des habitats qui permet à toute la variabilité d'espèces qui existent de pouvoir avoir leur propre niche écologique, on appelle ça, leur propre refuge, leur propre petite maison, si on veut bien. Effectivement, hein, en Suisse, on estime qu'il y a environ 50 000 espèces, plantes, animaux, champignons confondus. Dans ces 50 000, on compte pas tout ce qui est les petites, voilà, les petits micro-organismes, les bactéries, les protistes. Ce qui est intéressant de considérer quand même, c'est que c'est environ 50 000 espèces. C'est uniquement ce qui est connu. C'est uniquement le nombre d'espèces qui est répertorié. Euh, on estime qu'à l'échelle de la Suisse, on pourrait avoir environ, en fait, plutôt 100 000 espèces dans notre pays. Ce qui est aussi intéressant là de relever, c'est que les insectes, ils représentent en fait la moitié de cette diversité. Et vous avez certainement déjà entendu hein, que les insectes aujourd'hui sont assez mis à mal pour différentes causes qu'on va regarder dans les prochaines slides. Voilà, 50 000 espèces en Suisse. Dans le monde, on estime qu'il y en a environ 8 millions donc d'espèces connues. Et sur ces 8 millions, il y en a quand même 500 000 à environ 1 million qui sont menacées d'extinction. Vous voyez sur le graphe de droite qui provient de l'IPBES, c'est un peu le GIEC de la biodiversité. Hein. Le GIEC, c'est vraiment ce groupe d'experts pour le climat. L'IPBES, c'est un groupe d'experts international pour la biodiversité. Ce graphe, il a été publié en 2019 et il montre à quel point, autour des années voilà, 1800-1900, il y a eu tout d'un coup un changement drastique et le taux d'extinction que vous voyez a tout d'un coup explosé. Aujourd'hui, on observe des taux d'extinction qui atteignent 100 à 1000 fois ce à quoi ça devrait normalement correspondre. Donc, on dit hein, qu'on est à l'aube d'une sixième extinction de masse et que celle-ci, bah, elle est causée par nous les humains. En Suisse, on n'est pas non plus très très bien loti à ce niveau-là, disons. On voit qu'il y a plus d'un tiers de nos espèces qui sont menacées. Sur ce graphe, vous voyez en axe Y différents groupes d'espèces, par exemple les poissons, les chauves-souris, les orthoptères, les libellules. C'est différents groupes pour lesquels il existe des listes rouges. Donc leur statut de menace a pu être évalué sur la base des données existantes. Puis en axe Y, c'est la part des espèces en pourcent qui est menacée dans ce groupe-là. Avec en haut, hein, selon les couleurs, est-ce que le groupe est non menacé, quasi menacé, vulnérable, en danger critique ou carrément éteint en gris. Là, c'est pas important enfin, différencier les différents groupes qu'il y a. Ce qui est important de voir ici, c'est que en fait, il y a seulement ces espèces, ce nombre enfin, ce pourcentage d'espèces en vert foncé qui se portent bien en Suisse. Dès qu'on part dans du vert clair, on est sur quelque chose qui est dans une tendance pas forcément positive, et dès qu'on est dans le jaune, c'est carrément déjà vulnérable, c'est déjà sur la liste rouge. Et puis on voit du coup qu'il y a certains groupes d'organismes, par exemple ici les amphibiens, hein, il y a pratiquement 80% des espèces d'amphibiens qui sont menacées dans notre pays. Après, en voyant ça, on peut se poser une autre question. Là, il n'y a pas de motivateur à répondre, mais juste posez-vous la question, comment est-ce que vous, personnellement, vous estimez que la biodiversité se situe par rapport à d'autres pays? Où est-ce qu'on se situe en Suisse? Est-ce que enfin, la biodiversité en Suisse se porte nettement mieux, ou bien alors nettement moins bien, ou bien alors que c'est à peu près la même chose? Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Suisse, en général, hein, la majorité des gens pensent que la biodiversité, elle se porte bien. Et la majorité pense aussi qu'elle se porte même mieux que par rapport à d'autres pays.
Mais cet état de fait, il est quand même, enfin, il est faux, carrément faux. On voit avec ce graphique à droite, hein, l'illustration de cela. Vous voyez la Suisse ici en orange. Là, on a différents groupes, hein, les oiseaux, les reptiles, les amphibiens, les poissons et les plantes. Et puis en axe Y, le pourcentage aussi d'organismes qui sont présents sur les listes rouges. Et on voit que, à part pour les plantes, où il y a l'Autriche qui dépasse un petit peu la Suisse, en fait, on est vraiment le pays avec les listes rouges les plus longues par groupe d'organismes. Et puis, ben, là, les pays de comparaison, c'est l'Autriche, l'Italie, l'Allemagne et la France. Ils ont été choisis parce qu'ils ont une, euh, une densité de population et une utilisation de territoire qui est relativement similaire à la nôtre. Mais voilà, on voit que cette représentation sociétale, qu'en fait les choses vont pas si mal chez nous, elle n'est pas tout à fait correcte. Il y a plusieurs raisons à ça, hein. Voilà, il y a tout un petit étalage des raisons qui mènent à ce déclin de la biodiversité. On a déjà par exemple l'apport d'azote à grande échelle, qui va causer un enrichissement des milieux, ce qui fait que voilà, il y a certaines espèces qui supportent bien cet enrichissement, qui vont croître, qui vont dominer tout le reste, et les espèces plus pauvres, enfin, habituées et qui ont besoin de conditions plus pauvres en nutriments, moins riches, vont être petit à petit éliminées. On a le drainage du territoire pour les constructions, pour l'agriculture, qui conduit à vraiment un assèchement assez généralisé. Voilà, à l'époque, en Suisse, il y avait des marais à peu près partout. Aujourd'hui, il y en a quasiment plus. Et puis toutes ces espèces aquatiques, semi-aquatiques, euh, habituées aux zones humides, petit à petit, elles sont vraiment repoussées dans des toutes petites zones qui suffisent plus à un bon développement. Il y a tout ce qui est bien évidemment construction, hein, construction des villes, des infrastructures, par exemple, de transport, les routes, l'imperméabilisation des sols. Forcément, on pense bien à une surface bétonnée, il n'y a plus de nature qui peut enfin, se développer dessus. Toute l'utilisation des pesticides, que ce soit de nouveau dans l'agriculture ou aussi par les privés, qui va causer une grosse mortalité des insectes. L'élimination des structures. Voilà, à l'époque, hein, dans nos campagnes, il y avait énormément d'arbres, de bosquets, de haies. Les choses étaient connectées entre elles. Aujourd'hui, on a tendance à avoir des surfaces beaucoup plus uniformes et beaucoup moins riches en structures qui permettent justement, enfin, qui servent d'habitat aussi à différentes espèces. Il y a bien évidemment le changement climatique, le réchauffement climatique, auquel ben, certaines espèces ont déjà même de la peine à s'adapter. Il y a certaines espèces qui sont poussées de plus en plus vers les sommets, et puis quand elles seront arrivées tout en haut des montagnes et elles auront toujours trop chaud, ben, elles vont finir par disparaître. Après, il y a l'exploitation de manière générale, hein, qui peut être nuisible à la biodiversité. Ça, de nouveau, hein, on peut penser à l'agriculture, mais faut bien aussi penser à toute l'exploitation nuisible qu'on peut avoir, nous, dans nos jardins, en ne laissant pas assez de place pour la nature. Après, voilà, de nouveau, l'abandon de l'exploitation des prairies riches en espèces. Il y a une tradition, hein, quand même d'exploitation agricole en Suisse. Il y a des prairies sèches qui se sont développées, qui ont été gagnées sur la forêt. Et ces prairies, elles sont très riches en espèces, mais elles dépendent en fait de l'exploitation. Elles dépendent d'une fauche régulière. Et puis souvent, ces prairies, bah, elles sont peut-être dans des pentes assez raides, il y a des conditions d'exploitation qui sont un peu difficiles. Et aujourd'hui, bah, il y a pas mal de ces prairies d'altitude, de montagne qui sont délaissées et qui se réembroussaillent, qui perdent leurs espèces caractéristiques. Après, on a tout ce qui est le volet énergie renouvelable. Vous avez certainement aussi déjà entendu parler de ces débats, hein, au sujet des parcs solaires installés dans les Alpes, au sujet des éoliennes qui causent quand même des mortalités assez importantes sur les oiseaux, les chauves-souris, les barrages qui sont pas forcément idéaux pour la faune aquatique. Il y a aussi l'entretien insuffisant des zones protégées, par exemple les bas-marais, qui dépendent quand même d'un certain entretien, d'une certaine fauche, les espèces exotiques envahissantes qui vont
qui vont prendre, voilà, qui vont entrer en compétition avec les espèces indigènes et qui vont finir peut-être par les éliminer. Et puis finalement aussi toutes les perturbations liées aux activités de loisirs, au tourisme. Ben voilà, maintenant on est en hiver, on pense au ski de randonnée qui peut par exemple venir trop près d'un troupeau de chamois qui est déjà en mode un peu économie d'énergie pendant l'hiver et qui va être chassé, qui va devoir griller des réserves pour pouvoir s'enfuir. Donc tout ça, ça entraîne vraiment une perte, une fragmentation et puis une dégradation des habitats, ce qui fait que les espèces ont plus de refuge et ont plus de milieu de vie suffisant pour pouvoir se reproduire, se déplacer et puis se nourrir, tout simplement. Là, je voulais juste montrer deux exemples, de milieux types qui ont extrêmement régressé en Suisse, que ce soit les marais. Euh, voilà, entre 1900 et les années 2000, les marais ont perdu 80 à 90% de leur surface en Suisse et c'est des milieux extrêmement riches en espèces. Il y a aussi les prairies et les pâturages secs, dont je vous parlais tout à l'heure, qui ont aussi très fortement régressé avec une perte de plus de 95%. Et c'est aussi des milieux qui sont très très riches en espèces. Ça représente donc une perte nette pour la biodiversité. Et là, bah, c'est une carte qui illustre hein, ce déclin. Vous voyez ici la répartition en vert de ces prairies et pâturages secs aux alentours de 1900. Et puis, quelques années, enfin voilà, un siècle plus tard, 110 ans plus tard, euh, on voit qu'il n'y a plus beaucoup de vert. C'est difficile à le voir hein, sur cette carte. On a perdu énormément de surface, donc 95% en une centaine d'années. Donc voilà, maintenant, avec toutes ces bonnes nouvelles, on a un peu l'impression qu'on est sur un bateau qui coule. On a un peu, parfois, en tout cas, les gens qui travaillent dans ce milieu, on est parfois des fois un peu désabusés, on a l'impression de faire des efforts qui payent pas toujours. C'est vrai qu'aujourd'hui, les facteurs négatifs qui impactent sur la biodiversité, ils sont encore plus forts que les mesures efficaces qu'on a pu inventer pour inverser la tendance. C'est pas pour ça qu'il faut presser les bras, c'est plutôt pour ça qu'il faut redoubler d'efforts et il faut se rendre vraiment compte qu'on est tous concernés et surtout que nous pouvons tous agir à notre échelle. Maintenant, je vais juste passer à un petit argumentaire voilà, qui vous parlera. Enfin voilà, je vais passer quelques petits arguments sur pourquoi est-ce qu'il faut protéger la biodiversité. Il y a certains qui vous parleront, peut-être d'autres moins. Je vais juste faire dérouler les slides tranquillement, vous laisser le temps de les lire de manière indépendante, et puis prenez ce qui vous parle. Ça peut être utile pour convaincre les voisins ou les amis. Voilà, avec ça, vous voyez que la préservation de la biodiversité, de la biodiversité, c'est quelque chose qui est intelligent. C'est vraiment la base de notre vie. Donc, ne pas le faire, c'est quand même se tirer un peu une balle dans le pied. C'est juste parce que tous les êtres ont le même droit à la vie que nous. Et puis, pour certains, selon les points de vue, ça peut vraiment rendre heureux. Vous retrouvez sous ce lien un argumentaire plus détaillé pour chaque point. Avec ça, on arrive à notre première
séance de questions-réponses ouvertes sur la biodiversité. Je vous invite à noter vos questions sur le chat. Et puis Mélinda va faire, et puis avec Diana, ils vont faire la modération de ces questions. Déjà, un grand merci, Cécile, pour ces informations très intéressantes sur le thème de la biodiversité. On a déjà une première question. Quand tu parlais du slide sur les déclins de la biodiversité, une question qui nous est posée, c'est finalement en Suisse, quelles sont les causes principales qui sont vraiment spécifiques au territoire de la Suisse? Au territoire de la Suisse, le gros problème qu'on a en Suisse, vraiment le souci principal, c'est la question de l'espace, probablement aussi. C'est qu'il y a tellement d'intérêts contraires, enfin, peut-être pas forcément contraires, mais 1 mètre carré, sur 1 mètre carré, il va y avoir plein de gens qui vont avoir des envies, qui vont avoir des projets, qui vont avoir des, voilà, des intérêts qui vont pas forcément se rencontrer avec ceux de la biodiversité. Et puis, ce qui fait que forcément, la place qu'on va pouvoir laisser à la nature, elle est assez restreinte dans notre pays si on compare avec d'autres endroits, je sais pas, le Canada avec ses grands espaces sauvages où il y a rien à perte de vue. Chez nous, c'est toujours un trade-off et des compromis à trouver en fonction de chaque parcelle qu'on va considérer. Et puis, du coup, c'est pour ça aussi que chaque mètre compte et que c'est aussi pour ça qu'il est vraiment important de pas se préoccuper seulement et de pointer du doigt seulement la zone agricole ou seulement une exploitation forestière trop intensive. C'est aussi important de se poser la question des zones urbaines et puis de vraiment son chez soi. Comment est-ce qu'on peut l'améliorer? Tu parles justement de chez soi. On a des fois l'impression que des mesures individuelles, ça porte peu. Là, on a une question typique. Quel est l'impact finalement d'un petit jardin isolé pour la biodiversité? Est-ce que ça fait vraiment la différence? Est-ce que ça peut aider? Si on n'avait qu'un seul petit jardin isolé au milieu d'une mer de béton, je dirais non, mais c'est toujours les petits pas qui comptent. Et puis un petit jardin isolé, ça peut donner peut-être envie aux voisins, ça peut donner un exemple, ça peut motiver d'autres gens à aussi prendre des mesures après ensuite chez eux. Et puis ça peut faire un espèce d'effet boule de neige et c'est ça qu'on cherche. On me demandait récemment, enfin quelqu'un qui connaissait pas du tout le domaine de la biodiversité, il disait, mais finalement, moi, ça m'intéresse, mais j'aimerais aussi pouvoir engager mes amis dans cette thématique. Comment on transmet le mot biodiversité de manière positive, de manière compréhensible? Comment on peut transmettre ça à sa famille, à ses amis? Comment on peut montrer un engagement par rapport à ça? Je pense que ce qui est important, c'est vraiment de montrer, de faire comprendre qu'en fait, la biodiversité, c'est pas juste pour faire joli, c'est la base vraiment de la vie, c'est la base de notre alimentation. Sans biodiversité, on n'a pas de nourriture, on n'a pas d'eau potable, on n'a pas de, voilà, elle remplit des services écosystémiques hyper importants, hyper cruciaux. Et puis aussi, si on a des amis qui sont plus portés sur l'économie et puis voilà les critères un peu monétaires, c'est aussi important de mettre ça en lumière que si on n'a pas la biodiversité, la pollinisation par exemple, faudrait la faire comme ils le font déjà dans certains endroits en Chine. Faudrait la faire à la main avec des ouvriers, ça coûterait extrêmement plus cher que ce qui est actuellement dans la balance. Et puis, je pense qu'il faut vraiment essayer d'enlever cette image de la biodiversité ou que l'écologie, c'est que pour les spécialistes ou c'est que pour les gens de gauche. L'écologie, c'est quelque chose qui doit être vraiment perçu de manière interdisciplinaire, interpolitique, enfin transpolitique aussi. Et puis, ça doit venir quelque chose le message doit être positif par rapport à ça. Il faut montrer aussi que des petites choses peuvent amener beaucoup. Juste ne pas tondre sa pelouse, c'est déjà pas mal. Et puis, c'est pas quelque chose qui va forcément demander un effort immense. C'est quelque chose qui peut être facile à faire aussi. Et qui peut amener beaucoup de plaisir, beaucoup de joie. Si on apprécie un petit peu ben, les oiseaux, observer les oiseaux, ça peut être super de revoir les mésanges et les rouges-gorges revenir chez soi. Mhm. On nous dit dans le chat aussi justement que bah, transmettre le mieux biodiversité, on peut aussi le faire par la fresque, la biodiversité, hein. Mhm. C'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir comme ça des Oui. ateliers collaboratifs
Tout à coup, on a des enjeux, on a une participation et puis des échanges. Merci beaucoup pour cet input. Euh, quelques autres questions aussi dans le chat. Et notamment, une des questions est comment finalement convaincre les décideurs en ville, les décideurs politiques, d'adopter des mesures de protection. Là, cette personne nous dit aussi que quelqu'un m'a dit que la biodiversité, on peut la trouver hors de la ville, donc pas besoin en centre-ville. Est-ce qu'on peut voir les choses comme ça? Bah, moi, je suis pas d'accord du tout, effectivement, hein, comme je l'ai déjà dit. On peut, l'espace est tellement restreint, on peut pas se permettre de tracer une croix sur toute cette opportunité, toutes ces possibilités qui peuvent exister en zone urbaine. Et ça, je pense que c'est le premier pas à faire comprendre, c'est que il n'y a pas de raison aussi. Pourquoi est-ce que ce serait seulement les paysans, les paysannes qui devraient faire des immenses efforts pour adapter leurs pratiques, alors que nous, dans nos jardins, on s'en lave les mains et puis on continue notre petite vie sans se poser plus de questions que ça. C'est aussi une question de justice sociale à ce niveau-là. Et puis, pour convaincre les politiques, je veux dire, c'est un travail qui peut s'avérer très ardu, mais je pense que le meilleur moyen, c'est si on a déjà un pied dans le conseil communal, si on a une porte d'entrée, quelqu'un qu'on connaît peut-être un peu mieux, il faut aller lui parler, il faut aller et pas lâcher l'affaire en fait, parce que c'est clair que c'est un sujet qui est quand même relativement compliqué et c'est pas parce qu'on reçoit un refus ou une fin de non-recevoir une fois qu'il faut abandonner. Là, bah, il y a les municipales qui arrivent. Je sais pas si c'est dans tous les cantons, mais dans certains cantons, il y a le, les conseils communaux qui vont se renouveler. Ça peut être une occasion de relancer une nouvelle dynamique, euh, envoyer, faire une demande pour par exemple, je sais pas, inscrire dans le règlement communal que les haies doivent être les haies qui sont plantées doivent être composées d'espèces indigènes, par exemple. Des petites mesures comme ça qui peuvent déjà vraiment changer les choses. Et puis, est-ce qu'il y a d'autres possibilités pour motiver, justement, on a une question, motiver les habitants de petits villages à améliorer leurs alentours, peut-être autre que par comment dire, des obligations ou des devoirs politiques? Est-ce qu'il Bah y a là, d'autres biais? je pense que ici, c'est vraiment la question de l'exemple et de donner envie et pas se laisser impressionner par les voisins qui se moquent un petit peu. Moi, dans mon voisin, il y a, j'ai un voisin qui m'a demandé si je faisais une expérience scientifique quand j'ai aménagé mon jardin. Et puis, il se moquait un petit peu, mais il faut pas se laisser démonter par ça. Et puis, faut y croire. Et puis, quand on reçoit des retours comme ça, peut-être pas forcément hyper positifs, lui expliquer que c'est pour le hérisson que je fais ça, c'est pour les merles. Et puis, au final, on peut en expliquer. Parce que souvent, cette incompréhension, elle vient quand même d'un manque de savoir, un manque de connaissances. Et puis, en expliquant, en sensibilisant les gens autour de soi, ça peut déjà faire une grosse différence. Et puis après, la possibilité, c'est aussi ça, c'est ce qu'on peut faire vraiment à l'échelle personnelle. Et puis, à une échelle un peu plus importante, on peut aussi rejoindre des associations locales de protection de la nature, faire des actions, euh, parler avec, je sais pas, aller à la déchetterie, faire un stand qui explique pourquoi est-ce que des jardins naturels sont importants et faire des petites actions comme ça qui peuvent changer, amener une dynamique un peu nouvelle dans son village. Mhm, merci. On a une question aussi. Je ne sais pas si tu peux dire quelque chose ou tu veux réagir. Est-ce que le statut du mot biodiversité est bien compris par les autorités? Euh, c'est une question effectivement un peu complexe. Je pense que s'il était vraiment compris dans toute son importance, on n'en serait pas là, effectivement. Et puis, je pense qu'il y a vraiment une, une, une représentation que la biodiversité, c'est un plus, c'est accessoire. C'est si on a le temps et si on a un peu d'argent qui reste dans les budgets à la fin du mois, fin de l'année, eh ben, ça ira pour la biodiversité. Mais aujourd'hui, on est vraiment dans une situation où, alors, il y avait eu la vague verte, là, dans les années, c'était quoi, 2019, euh, où le thème avait commencé aussi avec le réchauffement climatique et tout ça, le thème avait commencé à prendre l'importance, et puis là,
avec le Covid, enfin, les guerres, c'est comme un soufflet qui retombe un petit peu. Et puis effectivement, il y a cette compréhension de l'importance de la biodiversité aujourd'hui, elle est plus garantie euh, au niveau politique et au niveau des autorités communales. Il y a encore quelques questions. J'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Je les garde précieusement avec moi. Mais j'aimerais quand même relever deux ou trois choses qui sont importantes ici, qui ont été relevées dans le chat. C'est notamment, ben voilà, il y a aussi des moyens comme la charte des jardins, hein. D'ailleurs, quelqu'un, merci beaucoup, a mis un lien. Voilà, il existe cette charte des jardins, on peut commander des panneaux, hein, et qui nous expliquent, on peut vraiment expliquer pourquoi on a laissé un jardin qui est peut-être, qui nous paraît peut-être désordonné. Il y a aussi quelqu'un qui nous dit, ben voilà, moi, enfin nous, pour pouvoir peut-être faire passer le mot biodiversité, et puis le message, c'est de prendre tout à coup une espèce emblématique, hein, qui peut peut-être parler aux gens, quelque chose de concret. Merci beaucoup en tout cas pour ces beaux messages et puis ces suggestions. Merci. Et je reviendrai tout à l'heure pour les différentes questions qui restent. Cécile, je t'invite à continuer la partie pour la biodiversité en milieu bâti, et puis nous reviendrons tout à l'heure sur les questions. Ça marche, alors j'enchaîne. Ouais, donc maintenant je passe effectivement à la deuxième partie, hein, plutôt axée sur cette biodiversité dans les zones urbaines, et puis on va voir ensemble quelques exemples qui pourront vous donner des inspirations pour faire les choses chez vous. Donc, ce qu'il faut déjà voir, c'est que aujourd'hui, les zones urbaines s'étendent à un rythme assez effréné en Suisse, et souvent au détriment d'habitats naturels, voire semi-naturels, que ce soit les prairies ou les pâturages, les terres arables, puis dans une moindre mesure aussi les forêts et puis les vergers et tout ça. Ce qui est aussi intéressant de constater, c'est que vous voyez ici dans ces colonnes, hein, donc vous avez les années 1985, 97, 2009 et 2018, donc la part d'habitat et d'infrastructures qui augmente, hein, constamment, vous le voyez. Et puis en violet, sur ces graphes, vous voyez la part de surface d'habitation, d'infrastructures qui sont consacrées aux espaces verts, aux espaces de détente. Donc vous voyez que la part où on peut encore retrouver de la nature dans les zones urbaines, elle est quand même minime par rapport aux autres utilisations, que ce soit justement bah, les routes, les aires de bâtiments, les aires industrielles, etc. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que parmi dans ces surfaces d'infrastructure et d'habitat, le 2 tiers des surfaces sont imperméabilisées. Ça veut dire qu'il y a plus grand-chose qui pousse, hein, il y a plus grand-chose qui peut se développer. Ce qu'il faut aussi quand même considérer, c'est que si 2 tiers sont imperméabilisés, il y a 1 tiers qui reste à disposition pour faire des choses et euh, pour, pour être utilisé pour la biodiversité. Là, je fais juste un petit développement de l'extensification des villes en Suisse. Là, on a un exemple d'un quartier de Zurich qui est assez emblématique. Vous voyez donc ce quartier, enfin ce coin de pays dans les années 1900, avec ici un marais qui était encore relativement étendu. On voit qu'il était déjà un petit peu drainé, mais il avait encore une bonne surface. Ici aussi une surface forestière aux côtés de la Limate. On voit 30 ans après que le marais, bah, il a déjà pas mal régressé. La surface, il reste encore un petit carré entre deux champs, mais il a déjà bien diminué. Toutes ces surfaces naturelles, elles sont devenues, se sont transformées plutôt en prairies, pâturages. Quelques années après, encore 40 ans après, ici en haut, au-dessus de la Limate, on n'a plus que des quartiers d'habitation, en fait. Et puis là, le marais a complètement disparu, remplacé par des aires industrielles et des aires enfin, des surfaces de transport, les voiles de chemin de fer. Et puis voilà, 2020, on voit que là, il y a vraiment plus grand-chose, il y a plus de place pour la biodiversité à cet endroit-là. Ce qui est intéressant quand même de considérer, c'est que une ville comme Zurich, elle va quand même héberger encore énormément
d'espèces végétales et animales. Par exemple, là, il y a une étude qui a montré que la ville de Zurich, elle abrite 2 fois plus d'espèces végétales que une zone rurale de taille comparable. Vous se demandez pourquoi? C'est vrai que c'est assez étonnant, on ne s'attend pas forcément à des tels résultats. Puis la réponse, elle vient assez clairement quand on considère côte à côte une zone urbanisée qui est effectivement encore un village, hein, plutôt, où il y a encore pas mal de jardins privés, il y a encore pas mal d'arbres, il y a encore pas mal de structures en fait. À côté, la zone agricole, on voit que les structures, elles ont quasiment disparu. Il reste encore quelques petits bosquets, à gauche, à droite, ici, un petit reste de forêt. Mais les champs, ils ont des grandes surfaces, ils sont utilisés de manière uniforme. Et puis, il reste au final très peu d'habitat pour la faune. Ici, un hérisson, il va pas bien se porter, tandis qu'ici, il aura quand même des haies, des endroits, des recoins où se cacher ou se mettre pour hiberner, par exemple. Puis, du coup, ça fait qu'il y a aussi, ben, dans ces zones urbaines qui restent quand même structurées, il y a un tiers, on y retrouve un tiers des oiseaux nicheurs de Suisse. Ils utilisent ces zones urbaines pour se nourrir et pour se reproduire. Donc ça, c'est plutôt positif, mais ça veut aussi de nouveau dire un tiers, deux tiers. Ben là, il y a 2 tiers en fait des oiseaux nicheurs de Suisse qui n'ont pas réussi, ne sont pas parvenus à s'adapter à ces zones-là. Ils ont quand même besoin de zones naturelles autres, euh, suffisamment riches pour effectuer leur cycle de vie et se développer. Dans la zone urbaine, la nature, elle peut vraiment nous amener plusieurs bienfaits, que ce soit des bienfaits au niveau de la qualité de vie, du bien-être, la santé, la nourriture, enfin, un beau parc avec des arbres, de l'ombrage, ça va nous inciter à bouger, à sortir, à aller se balader. Elle est aussi positive pour les enfants, ça leur permet de découvrir la nature, même si effectivement ça reste assez restreint l'espace qu'il y a, ils vont quand même pouvoir s'amuser et avoir du plaisir en plein air. Ils vont pouvoir développer des interactions sociales, jouer ensemble, et ça a forcément un impact positif sur leur développement. Et puis finalement, si on laisse assez de place à la nature, elle permet aussi de nous protéger contre les risques naturels, comme par exemple les crues, et ça peut aussi favoriser l'adaptation au réchauffement climatique. Là, on a une illustration hein, de ce qui se passe dans une ville où les bâtiments sont serrés, où il y a peu d'arbres, peu de canopées. Pendant les journées de canicule, les bâtiments pompent la chaleur, le sol pompe la chaleur. Vous connaissez tous hein, cet effet îlot de chaleur euh, où les températures vont peiner à se refroidir, même durant la nuit. On observe de plus en plus de nuits tropicales dans les villes suisses où les températures ne descendent pas sous les 20 degrés pendant l'été. Au contraire, une ville qui est plus arborisée, où il y a des toits végétalisés, où il y a des façades végétalisées, des jardins euh, enfin pas gazonnés, avec des surfaces naturelles en herbe, elles vont permettre un rafraîchissement, elles vont permettre de limiter cet effet d'îlot de chaleur. Et puis maintenant, je vais passer à la partie qui vous intéresse probablement le plus, quelques inspirations pour agir. Et puis, avant d'entrer vraiment dans les exemples, je voulais juste, enfin dans les exemples concrets de réalisation, je voulais juste rappeler encore ce truc qui est hyper important, c'est que l'espace est vraiment limité. Donc, il faut vraiment exploiter tout le potentiel possible et imaginable. Et ça, d'autant plus qu'on constate hein, que les opérations de transformation et de rénovation des bâtiments, qui sont en soi louables, c'est important de densifier pour arrêter de s'étendre de plus en plus sur des zones agricoles ou naturelles. À l'issue de ces rénovations, souvent, on perd énormément de sous-sol naturel. Là, vous voyez la part d'espace naturel, enfin, de sous-sol naturel, donc pas avec un garage souterrain, voilà, où il y a vraiment de la terre, il y a une bonne couche de terre en dessous. On est à presque, voilà, 60% avant la rénovation. On atteint plus, voilà, 25% après la rénovation. Sur ces espaces-là, on peut planter des arbres. Sur les espaces qui sont
où il y a un sous-sol qui est construit, ça devient difficile de planter des vrais arbres qui vont pouvoir se développer, qui vont pouvoir développer une canopée, parce qu'ils n'auront plus assez de place pour développer leurs racines. Puis ce qu'il faut voir aussi, c'est que avant le nombre d'arbres diminue aussi drastiquement après après les travaux. Il diminue de 2 tiers. Du coup, moi, j'ai presque envie de te couper, Cécile, et de dire, mais quand on voit ces surfaces où il n'y a pas de sol ou peu de sol ou de sous-sol, est-ce qu'il existe encore vraiment une place à ces endroits-là pour de la biodiversité? Ouais, alors effectivement, on peut, même sur ces espaces-là, comme je dis, chaque mètre carré compte. On peut trouver des solutions de milieux, de petits milieux qui vont être adaptés à la biodiversité. Il faut juste être un peu créatif et puis se renseigner. Là, sur ce que tu décris, ces espaces avec peu de sol, on peut créer par exemple des surfaces rudérales. Les surfaces rudérales, c'est des milieux euh, qui vont être pauvres en humus, euh, riches plutôt en sable, en gravier, en sédiments grossiers et pauvres en nutriments. Et sur ce type de surface-là, on a vraiment des plantes magnifiques, hein, la vipérine par exemple, les anthillides, les œillets qui vont pouvoir se développer et qui vont permettre à de nombreuses espèces par exemple, là, les bombilidés ou des abeilles sauvages qui vont venir se nourrir sur ce type de surface. Et du coup, c'est ça la clé de la réussite, c'est de choisir des plantes. C'est comment on attire comme ça des insectes ou des voilà. Je vois par exemple il y a des bourdons ou le morosphinx là. Comment on attire ce type d'insectes chez soi? Je pense que la clé, c'est vraiment d'apprendre à laisser un peu de bordel. Euh, Là, je dirais que le mot-clé pour ça, pour attirer de la faune, pour attirer de la biodiversité, c'est délaisser notre côté suisse propre en ordre. Et puis le museler un petit peu, et puis essayer d'accepter un peu le retour du sauvage. Ici, on a vraiment un exemple de structure qu'on peut mettre en place. J'en ai encore quelques-unes après qui viennent, mais là, on parle vraiment des structures en bois, par exemple, un tas de bois comme ça, un tas de branches balancées un peu à la va-vite, c'est hyper précieux en fait pour toutes ces espèces qui vont avoir besoin de bois mort pour nicher, pour déposer leurs larves, pour se développer. Et puis, si on préfère, on a quand même encore en soi ce propre en ordre qui reprend le dessus, on peut aussi faire quelque chose d'assez joli, comme ces headbench, qui restent assez ordonnés, mais qui sont tout aussi précieuses pour la biodiversité, pour, par exemple, les hérissons, pour aller se cacher, pour aller hiberner. On peut imaginer mettre juste des troncs comme ça, qui sont aussi un refuge pour toutes ces espèces. Si on a un arbre qui commence à mourir, qui commence à se couvrir de lierre, alors évidemment là des fois il y a des aspects sécuritaires à prendre en compte aussi, mais ce type d'habitat euh, enfin, a vraiment une grande valeur pour par exemple les oiseaux pour construire leur nid, ou bien pour les chauves-souris aussi qui ont besoin les chauves-souris qui chassent pendant la nuit ont besoin de petites cachettes intermédiaires pour se reposer quelques minutes, elles vont volontiers aller se nicher se cacher dans le lierre. Et puis là, on a un exemple hein, d'une abeille sauvage, mégachilée, l'abeille coupeuse de feuilles. Elle va aller chercher des feuilles et puis elle va envelopper sa progéniture, donc ses œufs, qui vont ensuite se développer dans dans ces feuilles soigneusement pliées. Mais pour ça, elle a besoin de bois mort dans lequel elle pourra insérer tout ça. Au niveau des structures des structures, on voit, donc on a vu un peu le bois, ce qu'il pouvait y avoir comme option. On peut aussi regarder la pierre. Euh, les spirales aromatiques, c'est quelque chose d'extrêmement joli, qui peut être bienvenu dans un jardin, qui peut donner envie aux voisins aussi de faire la même chose. Ici, ce qui est intéressant, c'est tous les petits espaces en fait entre les cailloux, où il y a un lézard qui pourrait peut-être aller se cacher d'un chat qui s'approche d'un peu trop près. On peut voir aussi les gros tas de pierres comme ça. Si on insère une espèce de niche à l'intérieur, ça pourrait servir de refuge, par exemple, aux hermines. Euh, il y a aussi les amphibiens qui peuvent bénéficier de ce type d'habitat, etc. Après, on a aussi quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que
enfin, les espèces de manière générale, les insectes en particulier, ils n'ont pas seulement besoin d'habitat pour déposer leurs œufs et puis voilà, se cacher, ils ont aussi besoin de manger, forcément. Et puis là, pour ça, les prairies fleuries, c'est quelque chose qui est hyper important. Mettre un peu de nourriture, en fait, à disposition de tous ces insectes. Oups, pardon, c'est venu trop vite. Je vous donne aussi là un exemple. Si on, là, on voit qu'il y a énormément de surface à disposition, hein. Il y a une belle prairie qui a pu être mise sur pied. Mais si vous avez juste une toute petite bande disponible, laissez-la vivre aussi. C'est aussi hyper précieux pour ces insectes. Et ça, même si c'est pas grand-chose, c'est déjà beaucoup. Là encore, un petit exemple d'à quoi ça peut ressembler, ce genre de prairie fleurie. Et puis au final, on peut aussi imaginer d'avoir un jardin comme ça, tout végétalisé. Ça fait un super lieu de détente pendant l'été. C'est agréable d'aller se poser à l'ombre et puis de juste observer les insectes qui circulent. Et puis si vraiment vous avez que un balcon, vous pouvez quand même créer votre petite prairie fleurie sur le balcon en installant des plantes indigènes dans vos pots. Du Après, coup, encore une structure, pardon. tu parles d'indigène, ça c'est important de travailler avec l'indigène, ou bien peut-être que tu y reviendras tout à l'heure ou tu en parles Ouais, un peu. oui, je peux y aller D'accord. directement. L'indigène, c'est hyper important. J'ai ce slide-là qui présente ça. Euh, Là, on a deux espèces d'arbustes qu'on retrouve celui-là plus souvent dans les jardins que celui-là. Mais on voit, hein, là, on a le forsythia. Il est jaune, comme le cornouiller mas, que le cornouiller mâle, Cornus mas. Et puis, ce qui est intéressant de voir, c'est que le forsythia, en termes de richesse comme source de nourriture, il équivaut pas du tout le cornouiller. Le cornouiller qui est indigène, le forsythia qui n'est pas, il va pouvoir fournir une nourriture de qualité aux insectes. Et puis ça, c'est valable pour pas seulement pour le forsythia et le cornouiller, hein, mais pour toutes les espèces végétales qu'on va choisir de planter dans son jardin. Ici, on voit un graphe hein, qui montre combien d'espèces d'oiseaux en blanc traitillé là, et puis combien d'espèces de papillons se nourrissent des différentes espèces d'arbres. Ici, on a les espèces indigènes. Ici, on a deux espèces d'arbres qui sont non indigènes, le forsythia et le platane. Et puis, on voit hein, qu'il y a pas photo, il y a une espèce d'oiseau qui peut se nourrir sur du forsythia, et puis deux espèces d'oiseaux sur les graines du platane. Et puis, quand on compare avec, par exemple, le frêne, là, on a 9 espèces, 16 espèces. Le sureau, où il y a 62 espèces d'oiseaux qui trouvent leur compte ou bien même le saule, sans espèce de papillon, on comprend que ce critère de l'indigène est extrêmement important si on veut vraiment valoriser euh, la biodiversité suisse. Et ça, on l'explique parce que il y a eu une longue coévolution en fait entre ces espèces. Euh, les espèces qu'on retrouve chez nous se sont adaptées à la nourriture qui est chez nous et ne sont pas forcément adaptées à la nourriture qu'on va importer de l'étranger, auquel elles n'auront jamais été confrontées. Et puis, là, quand on parle de plantes indigènes ou pas, on peut aussi juste évoquer le fait que c'est hyper... Si vous avez envie de planter des arbustes dans votre jardin, c'est vraiment hyper chouette. C'est de toute façon que vous plantiez une haie, un groupe d'arbustes ou des arbustes isolés, ça aura de toute façon de la valeur pour la biodiversité. Juste à retenir que plus c'est dense, mieux c'est. Et que idéalement, il faudrait avoir au minimum un tiers d'épineux. Parce que cette densité et ces épines, en fait, ça protège typiquement les oiseaux. S'ils vont faire leur nid dans vos arbustes, j'imagine que vous préférez éviter que le chat du voisin vienne, ou le vôtre, aille se servir dans le nid. Donc c'est pour ça que plus c'est dense et si c'est protégé par des épines, ça permet aux oiseaux de nicher tranquille. Et puis, quand on pense aux arbustes indigènes, on se dit parfois, ouais, ben, c'est vrai que comparé à un laurel, il y a les feuilles qui tombent en hiver, ça me cache moins bien des voisins, c'est pas forcément très joli.
Ça, c'est peut-être quelque chose qu'il faut commencer, une pensée qu'il faut commencer à démonter, parce que ça peut être en fait magnifique, les arbustes indigènes quand ils commencent à fleurir, mais aussi quand ils ont les fruits. Et puis là, bah, on a quelques exemples hein, je sais pas, le sorbier des oiseleurs, le sureau noir. Ça, en plus d'être joli visuellement, d'avoir des belles couleurs, ça apporte de la nourriture pour pour les oiseaux. Et puis bah, quand on pense au sureau, sirop de sureau, confiture de sirop et tout ça, c'est positif pour nous aussi. Quand on parle d'arbustes, on peut aussi penser aux arbres. Les arbres anciens, ils ont une grande valeur, ils abritent beaucoup d'espèces. Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que pour qu'un arbre devienne vieux et grand, il a quand même dû être jeune et petit à un moment donné. Donc c'est important de pas oublier les nouvelles plantations, c'est important de toujours quand même renouveler ces arbres et puis de penser aux générations futures. Si vous avez envie de planter des arbres, c'est bien de favoriser les arbres fruitiers à haute tige qui pourront vous apporter des fruits à vous, mais comme je le répète, aussi aux oiseaux, par exemple. Une bonne source de nourriture. Puis là, voilà, juste pour expliciter un peu pourquoi est-ce que les arbres anciens sont si précieux. Il y a plusieurs centaines d'espèces de coléoptères qui peuvent se retrouver sur ces vieux arbres, 600 peut-être espèces de lichens, 150 espèces de mousses, des milliers d'espèces d'insectes, des 2000 espèces de champignons, des espèces d'oiseaux à foison, et puis énormément de chauves-souris, telles que bah, les loirs, les martres, les chauves-souris, pardon, je dis mammifères, avec la liste. Et puis voilà. C'est pour ça que c'est hyper important de favoriser ces vieux arbres et puis d'essayer de les garder aussi le plus longtemps possible parce qu'aujourd'hui, on a vite tendance, dès qu'on voit un arbre un peu ancien qui commence à avoir une branche qui pourrit, le réflexe c'est souvent de l'abattre assez rapidement, mais c'est dommage parce qu'il perd du coup, euh, on le coupe avant même qu'il remplisse toute sa fonction pour la biodiversité. Du coup, ça m'amène à une autre question. Là, maintenant, j'ai en tête un arbre qui est en train de mourir avec comme tu dis, des morceaux qui tombent par terre et autres. C'est un petit peu à l'inverse que on a quand même besoin dans nos espaces de lieux où on a envie de jouer, de shooter le ballon, on a envie de prendre un bain de soleil. On a des fois des moments où on est peut-être presque sur un gazon anglais. Est-ce que c'est compatible tout ça? Comment on peut faire en sorte qu'il y ait de la biodiversité peut-être dans des endroits comme ça aussi? Ça, c'est à chacun de décider, de mettre le curseur où il a envie. Mais je pense que c'est clairement pas antinomique. On peut parfaitement combiner des espaces de détente, comme tu dis, où on peut garder une petite surface bien tendue pour pouvoir jouer au foot ou tendre sa chaise longue, avec des endroits un peu plus sauvages au fond de son jardin qu'on laisse à la biodiversité. Et puis, il y a une étude qui avait été menée, hein, qui avait demandé à plusieurs à pas mal de personnes quelle était leur représentation idéale de leur environnement. Et cette image-là, cette image de gauche, hein, où on voit, bah voilà, il y a quand même des espaces de détente qui ont été aménagés avec des bancs, il y a un chemin qui a été installé pour pouvoir circuler facilement. Cette image-là est préférée à cette image, somme toute assez stérile, avec un gazon bien tendu sur toute la surface. Ici, avec un espace aussi grand, on pourrait tout à fait imaginer quelque chose d'hybride, avec voilà, c'est le terrain de sport un petit peu plus intensivement tondu, et puis une surface dédiée à la biodiversité. Et je crois que c'est vraiment ça la clé, c'est de commencer à séparer son espace et puis se dire qu'on n'a pas besoin de tondre forcément l'entier de sa pelouse, qu'il y a certains petits coins qu'on peut aussi laisser pour le hérisson, par exemple. Et puis c'est un peu voilà la conclusion de ce que j'ai envie de dire avec toutes ces structures et puis ces prairies, c'est que il faut vraiment laisser ces coins sauvages et que voilà le propre en ordre, il faut le laisser un peu de côté. Et puis, essayer de laisser un peu plus faire, c'est quelque chose qui est très précieux. Euh, quelque chose une chose à laquelle on pense pas, c'est que il y a beaucoup d'insectes qui vont pondre dans les grandes tiges
qui peuvent dépasser du gazon. Et puis, si à la fin de la saison, on a bien laissé pousser sa prairie, puis qu'on se dit, bon, bah, on fait une coupe de nettoyage avant l'hiver pour que ce soit bien propre pour le printemps, pour que ça repousse bien, et ben, en fait, on élimine toutes ces tiges, et puis par là, on élimine tous ces œufs qui ont été pondus, ces larves qui auraient pu se développer gentiment au cours de l'hiver. Donc ça, c'est quelque chose qui est important aussi de mettre de côté ces vieux réflexes et puis de lutter contre cette envie qu'on a de toujours nettoyer. La même chose pour les feuilles mortes. On parlait de hérissons, hein, tout au début, beaucoup d'entre vous avaient envie de revoir des hérissons dans leur jardin. Les feuilles mortes, ça vaut pas la peine de faire des allers-retours à la déchetterie pour aller les balancer. Empilez-les dans un coin de jardin. Le hérisson, il sera tout content d'avoir un abri pour l'hiver, tout comme plein d'autres insectes. Et puis là, on a une jolie image, je trouve, qui illustre un peu ça. Ces plantes, on aurait tendance en Suisse à vouloir les arracher parce que ça fait pas propre. Mais en fait, c'est hyper précieux aussi pour les insectes. Laissons-les, même si elles sont à un endroit inhabituel. Ensuite, au niveau des structures, là, on a parlé beaucoup des petites choses. Ça, c'est très, très facile à faire chez soi. Si on a un peu plus de place, un peu plus de temps, un peu plus d'envie de s'investir, on peut aussi penser au milieu humide, aux mares, aux étangs, aux gouilles, qui ont, bah, je vous l'ai dit, hein, les milieux humides, les marais, on a beaucoup perdu de surface. Et puis, créer une mare dans son jardin, ça peut être hyper important. Puis vous allez probablement voir rapidement des résultats. Les tritons, ils se retrouvent un peu partout, on ne sait pas d'où ils arrivent, mais du moment qu'il y a de l'eau et un peu un étang, tout d'un coup, ils apparaissent. Et puis, c'est super chouette à observer, quoi. Par contre, s'ils arrivent, c'est aussi un truc auquel il faut penser, c'est qu'il y a quand même beaucoup de pièges dans notre environnement urbain pour tous ces petits animaux, les amphibiens, les reptiles. Si on a des regards comme ça, des puits, c'est important de mettre un grillage plus fin pour éviter qu'ils tombent dedans. Si on a des cours d'eau qui sont canalisés et puis voilà, où il y a des murs des deux côtés, c'est chouette si on peut mettre une petite passerelle pour permettre aux animaux qui tomberaient dedans de pouvoir ressortir. Les clôtures, les arrêter un petit peu au-dessus du sol pour laisser passage aux hérissons. Finalement, les tondeuses robots à proscrire complètement, évidemment, parce que voilà, c'est beaucoup les hérissons qui pâtissent de ces outils, hein, parce que ben, si une tondeuse robot s'approche d'un hérisson, théoriquement, le hérisson aurait le temps, enfin, il est assez rapide pour s'en éloigner, mais le problème, c'est que les hérissons, face aux prédateurs, ils se mettent en boule. Et puis, ben, la tondeuse robot passe dessus, et puis les conséquences peuvent être dramatiques. Après, il y a encore voilà, toute la thématique des oiseaux et puis des vitres. Il y a un très bon ouvrage de référence qui explique un petit peu comment protéger éviter les réflexions, enfin, éviter les chocs d'oiseaux contre les vitres. Différentes techniques qui peuvent être mises en place. Parce que voilà, une vitre comme celle-là, hein, un oiseau, il va pas forcément la voir, il va voir la forêt qui est derrière et puis il va avoir vite tendance à foncer dedans. Je pense que vous avez déjà tous vécu malheureusement des événements comme ça. Et puis finalement, dans les zones urbaines, éviter les lumières inutiles. C'est clair que c'est joli d'avoir de la lumière dans son jardin. Et je dis pas qu'il faut pas en mettre si vous avez une fois un barbecue avec des amis, mais évitez d'avoir toujours de la lumière qui est claire parce que ça attire les insectes, ça les fait tourner en bourrique. Les chauves-souris peuvent être perturbées également, les espèces les plus lucifuges. Et puis, ça perturbe un peu tout le monde, les oiseaux comme nous aussi. Trop de lumière, c'est pas bon pour notre sommeil, c'est pas bon pour notre cycle circadien. Et aujourd'hui, on est vraiment dans une période où la pollution lumineuse devient un réel problème en Suisse. Puis là, voilà, juste un petit graphique pour vous expliquer que l'important, en fait, le plus important avec cette lumière, s'il y en a, c'est qu'elle soit vraiment dirigée et pas qu'elle diffuse partout dans la nuit.
Donc voilà, je vais pas repasser sur cette slide. Je vous ai dit tout ce que je voulais dire. Euh, Peut-être juste ce dernier point, si vous-même disposez, être pas propriétaire de votre terrain, je pense qu'il faut vraiment pas avoir peur de demander à votre régie immobilière, à votre propriétaire, si vous pouvez faire des petits aménagements. Il va peut-être pas être d'accord que vous creusiez un étang, mais peut-être planter une haie, quelques arbustes, ce sera quelque chose qui passera. Et puis peut-être ça les inspirera même à eux prendre d'autres actions favorables pour la biodiversité. Et puis, avec ça, moi, je vais redonner la parole à Mélinda qui va vous expliquer, vous conduire et vous guider un petit peu à travers cette plateforme Redonner Vie qui a plein de ressources utiles, encore plus pour améliorer, enfin, aménager vos extérieurs de la manière la plus favorable possible pour la biodiversité. Je vous remercie pour votre attention. Et puis, Mélinda, je te laisse prendre la parole. Si vous avez encore des questions, on fera encore une petite phase de questions après, hein, c'est ça, je crois. Exactement. Merci Très beaucoup, Cécile, pour cette présentation riche en exemples, en informations. Oui, on y reviendra. Il y a pas mal de questions, hein. Je suis très contente dans le chat. Merci déjà. On voit que la biodiversité, elle peut vraiment être réalisée par des moyens aussi très simples devant sa porte. On y reviendra tout à l'heure. Je suis sur le site ici, Redonner Vie. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà été surfés sur ce site, peut-être même que certains, avec ce petit bonhomme ici, se sont logués et puis on peut réaliser un compte. Ce que moi j'aimerais vous parler un petit peu, vous montrer ce soir, c'est notamment, il y a plusieurs choses qui sont assez intéressantes et je pense que c'est important. Déjà, ben, à propos de nous, finalement, qui sont les partenaires ou les 70 partenaires qui se cachent derrière cette plateforme, derrière ce projet communautaire? Je pense que c'est important que vous les connaissiez, de voir que peut-être il y a des associations, votre canton, votre ville, l'Europe par exemple, qui ont participé, qui participent, qui nous soutiennent d'une manière ou d'une autre. On a bien des villes et des communes. On a un certain nombre aussi d'organismes pour la protection de la nature et de l'environnement. Et puis, la partie bancaire est encore un petit peu vide. On espère qu'on pourra très bientôt faire en sorte de l'étoffer. Et puis, d'autres partenaires, différentes églises, différents euh, partenaires de formation, et puis un certain nombre de fondations également, euh, représentées de toute la Suisse. Donc voilà déjà un petit peu pour vous donner une idée de qui sont ces partenaires avec qui nous collaborons. Et puis, moi, ce que j'aimerais ce soir vous dire, c'est que sous ce site, il y a déjà un blog où là, vous avez une multitude d'informations qui vous sont transmises. Et je vous invite à être curieux, à aller un petit peu surfer sur ces pages. Vous avez l'occasion ici, là, ben voilà, ça se passe en Suisse, mais peut-être au niveau de certains cantons, vous pouvez faire des recherches, vous avez des filtres hein, avec des thèmes, si vous voulez plutôt du conseil, des choses liées à des matériaux, également, si c'est quelque chose où c'est plutôt du conseil, des astuces, si vous voulez peut-être avoir vraiment affaire aux partenaires qui sont impliqués, qui proposent quelque chose, les phases du projet, est-ce que vous êtes plutôt dans la planification, est-ce que vous êtes déjà dans de la mise en œuvre? Tout ça, c'est des filtres que vous pouvez mettre en place et puis ça vous donne des contenus qui ont été réalisés par nous-mêmes ou par nos partenaires, hein. Les partenaires sont chaque fois ici. Vous avez les petites minutes, c'est le temps de lecture qu'il vous faudra pour prendre connaissance de ces contenus. Et puis vous voyez, quand on passe simplement la souris dessus, vous avez un résumé en fait un petit peu plus, je dirais, étoffé que simplement le titre ici en bas et qui vous donne une information de ce qui vous attend. Peut-être ce soir aussi au niveau du soutien, offre de la branche, donc il faut entendre la branche par tout ce qui est lié au domaine biodiversité. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez aussi avoir besoin, recourir dans vos projets, dans vos futurs projets, vous pouvez aussi avoir des filtres ici. Et puis, bah voilà, par exemple, bah voilà, moi je travaille pour Push, alors je vais mettre Push ce soir. Et puis je peux me dire, bah voilà, j'aimerais appliquer ça. Est-ce que Push propose quelque chose dans le coin? Donc je l'applique. Et puis, bah voilà, je vois que tout prochainement, on va aménager et entretenir des prairies fleuries peut-être avec vous. Là aussi, vous avez quelques informations. Et quand vous cliquez dessus, vous avez une description de l'offre, la date, les prix, si c'est gratuit ou pas, etc.
Vous avez aussi ici qui est important par rapport à ce qu'on a discuté ce soir. De temps en temps, on se dit, ben voilà, est-ce que moi, en tant que privé, est-ce que je peux vraiment réaliser quelque chose? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que j'aurai le temps de le faire? Combien ça va me coûter? Eh bien, ici, vous avez aussi cette possibilité de dire, ben voilà, moi, j'aimerais peut-être réaliser quelque chose, mais il me faut peut-être savoir qu'est-ce que j'ai besoin comme matériel, comme produit. Je suis encore au concept et à la planification. Et puis, c'est assez rigolo, mais on a vraiment réussi à faire ça et je trouve ça personnellement génial, c'est-à-dire, ben voilà, moi j'ai pas beaucoup de temps à disposition, j'ai peut-être une demi-journée, et puis voilà, mon budget il est pas très haut, ou j'aimerais faire quelque chose que je peux faire de manière gratuite. Et puis là aussi, vous avez des informations. Qu'est-ce que vous pouvez faire, par exemple, chez vous, notamment ben, en termes de connaissances, en termes de savoir, en termes d'actions concrètes. Et puis, ben, ces actions concrètes, et ça, c'est un petit peu le cœur finalement de notre projet, de notre plateforme, c'est ce qu'on appelle le concepteur de points de biodiversité. C'est-à-dire de faire en sorte que, à certains endroits chez vous, que vous allez d'ailleurs renseigner ici sur la plateforme, vous pourrez créer une action, une mesure pour la biodiversité. Donc, il suffit simplement de lancer le concepteur. Et puis, vous avez ici des informations où on vous dit ben, finalement, qu'est-ce que vous avez comme surface. Donc peut-être que vous avez un balcon ou une terrasse, vous pouvez simplement cliquer dessus. Peut-être que vous dites, bah, moi j'aimerais faire une clôture, mais je ne sais pas vraiment encore comment je vais la faire. Et puis vous allez sous l'onglet ici en bas, continuer. Et vous vous dites, bon ok, voilà les surfaces que j'ai à disposition. Je vais commencer par quelque chose, bah, pourquoi pas la clôture. Et là, en fait, il va vous donner une série de possibilités de créer votre clôture. Donc, ça peut être en effet quelque chose de très standard, métallique, mais il va vous dire attention, mettez au moins 10 centimètres dessous pour laisser le passage de la petite faune, ou bien travailler avec du bois mort, faites une haie sèche ou plantez des haies, etc. Et puis, en fait, plus vous allez loin dans le développement de votre. Vous pouvez d'ailleurs lui donner un don, voilà. Et puis, plus vous allez loin dans ce développement, vous aurez même jusqu'aux instructions de comment faire, de comment réaliser ça chez vous, avec des liens à des associations qui sont pas loin de chez vous, à des partenaires. Et ça va vraiment vous donner en fait les outils nécessaires pour mettre ça en place. J'aimerais aussi dire que cette version du site, c'est une version bêta. On la développe, de jour en jour, on l'affine, on l'améliore. Vous avez d'ailleurs ici, à droite, faire un feedback. S'il y a des choses qui vous paraissent, difficiles à comprendre, s'il y a des choses, que vous aimeriez, qu'on améliore pour, la compréhension et pour, ben voilà, simplement pour que cette plateforme, elle puisse répondre au plus grand nombre, n'hésitez pas à nous contacter et à nous faire, un feedback. Voilà déjà par rapport à ça, je crois que je n'oublie rien, si ce n'est que notre prochain, webinaire, sera en lien avec justement découvrir nos possibilités d'action. J'y reviendrai tout à l'heure, mais je vous invite, à y participer et à voir ce que vous pouvez faire, chez vous. Voilà, c'était une brève présentation de cette plateforme, mais ça me semblait important de vous en parler puisque c'est quand même le cœur de notre projet. Et puis, sans plus attendre, j'aimerais rouvrir notamment les questions. Peut-être une première question à Cécile. Tout à l'heure, quelqu'un nous disait, qu'est-ce que vous pensez de l'apiculture urbaine? Est-ce que tu as une info par rapport à ça? Oui, alors, l'apiculture urbaine, je pense que c'est quelque chose de chouette pour sensibiliser, pour ramener l'idée des abeilles dans la tête des gens. Mais faut bien être conscient que les abeilles mellifères, hein, qui sont visées par cette apiculture urbaine, c'est pas la bio- c'est un tout petit échantillon de la biodiversité. Et ce qu'il faudrait vraiment sur ce qu'il faudrait vraiment se concentrer, c'est les abeilles sauvages, en fait. C'est elles qui représentent le socle et puis qui sont vraiment importantes aussi pour cette fonction de pollinisation. Mais je pense que voilà, amener des enfants vers des ruches, c'est déjà un super travail pour de sensibilisation. On avait également une question, mais qui est peut-être déjà un peu plus pointue, mais tu as peut-être un avis ou en tout cas des idées par rapport à ça. Est-ce qu'on a des pistes aujourd'hui pour sensibiliser la grande distribution au niveau des supermarchés, des jardineries qui vendent des produits néfastes? Est-ce que là, on a quelque chose qui se dessine? Est-ce que c'est peut-être un peu compliqué? Ouais, alors ça, j'avoue que je suis pas du tout spécialiste sur cette thématique-là. Je propose qu'on la note et puis qu'on fasse des petites recherches pour y répondre, à moins que quelqu'un dans le public ait des éléments de réponse par rapport à ça. Mais
moi, je ne vais pas pouvoir répondre à cette question, malheureusement. Très bien, alors on se la note très volontiers, on se la met de côté et puis on répondra avec grand plaisir directement à la personne qui nous l'a posée. Quelles initiatives pour atteindre des promoteurs immobiliers, pour les sensibiliser à la biodiversité? Est-ce que là, on peut imaginer des choses qui sont déjà mises en place ou qui devraient être mises en place? Alors là, bah, par rapport à ces grandes entreprises, push travailler un petit peu sur ce volet, hein. Maintenant, ça s'est un peu mis en stand-by, mais il y a certaines organisations, fondations qui approchent voilà, les entreprises de manière générale, les propriétaires privés de manière plus précise, ça, je ne saurais pas dire s'il y a vraiment quelqu'un qui s'occupe de cette sensibilisation-là. Ce qui est certain, c'est que, de nouveau, vous, en tant que privé, vous pouvez appeler vos propriétaires et puis essayer de faire passer un petit peu le message à ce niveau-là. Des questions peut-être un peu plus en lien avec ces petites structures. Quelqu'un nous dit qu'elle a mis en place plusieurs structures, mais elle a l'impression qu'elles sont pas habitées. Comment savoir ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'il faut faire? Peut-être pour pas déranger non plus la Mhm. faune au mauvais moment. Comment on peut savoir si la structure est habitée ou pas? Comment on peut regarder ça ou checker? Est-ce que tu as un Ouais. indice? Peut-être alors déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que je sais pas depuis quand la structure est en place, hein, mais ça peut prendre un petit peu de temps hein, avant qu'un hérisson vienne se mettre dans le tas de feuilles ou je sais pas exactement ce qui était l'objectif de la structure. Mais ouais, alors si on vise plutôt de la petite faune type hérisson et pas des insectes, puis voir si c'est habité ou pas, là je peux que recommander de s'asseoir plusieurs soirs de suite devant la structure et puis voir s'il y a quelque chose qui bouge. Ça donnera déjà une bonne indication. Si c'est une structure qui a été installée, par exemple, pour l'hibernation du hérisson, eh ben, au printemps, on peut aller soulever un petit peu pour voir s'il y a eu des traces d'occupation, peut-être des petites crottes ou quelque chose. Et puis si c'est pour les insectes plutôt que la structure a été installée, ça de nouveau, faut observer en fait. Faut aller s'approcher d'assez près et puis garder les yeux ouverts. Merci. Quelqu'un nous demande, est-ce qu'on connaît les effets des animaux domestiques, notamment des chats et des chiens en Suisse? Les pardons, les quoi, Les effets, Ah, les les effets des effets. animaux domestiques par rapport notamment à la Oui, biodiversité. oui, alors ça, c'est bien, ça a été déjà étudié. Ben, les chats, c'est vrai que c'est dramatique, hein, leur impact sur la faune, sur les oiseaux, sur les reptiles. Après, en amenant des structures dans son jardin, justement, on peut contribuer à amoindrir un peu cet effet des chats, parce qu'actuellement, dans nos jardins, il n'y a plus grand-chose qui peut servir de cachette, hein. Si un lézard, il a un beau mur en pierre sèche, plein d'anfractuosité, des espaces où il peut se reposer un peu à l'abri, mais quand même au soleil, et qui peut vite aller se cacher quand il y a un chat qui approche, eh ben, ça peut déjà permettre de contrer un peu l'effet négatif des chats. Après, pour les chiens, ça, je suis un peu moins au courant. Je sais que ça peut être problématique forcément pour plutôt, peut-être pas en zone urbaine, mais forcément en forêt. Là, ça peut être vraiment un problème quand on lâche les chiens pendant la période de reproduction, que ce soit des oiseaux ou des mammifères. Là, il peut y avoir aussi des gros dégâts de chiens qui tuent les petits euh, au printemps, quoi. Mhm, mhm, merci. J'ai deux autres questions de la même personne. Peut-être qu'il me faudrait moi aussi quelques éclaircissements par rapport à ça. Où vous dites ma commune ou les communes environnantes semblent prendre le pas de fauche raisonnée et des hôtels à insectes. Est-ce qu'il y a eu des initiatives dans ce sens? Peut-être simplement nous dire dans quel sens vous formulez cette question. Est-ce que vous souhaitez savoir s'il existe ailleurs des communes qui en mangent le pas par rapport à ça ou est-ce que c'est utile? C'est simplement nous aiguiller. Et puis, vous posez aussi la question, est-ce qu'il existe une ressource avec des alternatives indigènes par rapport à ce qu'on trouve le plus souvent dans les jardineries? Mhm. Oui, alors ça, je pense que c'est quelque chose qu'on pourra mettre, joindre à notre mail aussi. Mais il y a j'imagine que BirdLife en a, mais par exemple, Agridea a une liste
d'essences indigènes à privilégier. Et puis peut-être que ce qui peut aussi aider, c'est de se tourner vers des fournisseurs spécialisés dans les espèces indigènes. Par exemple, il y a une jardinerie, c'est pas une jardinerie, c'est une Baumschule, comme ils appellent ça. Comment tu, Une pépinière, une pépinière. pépinière. Mhm, mhm. Euh, il y a des pépinières spécialisées, par exemple MA Forsthaus, qui, voilà, qui se concentrent sur les espèces indigènes. D'accord, merci. Donc, je vois que quelqu'un avait posé la question, est-ce qu'il existe, enfin, est-ce que les architectes sont sensibilisés à la question? Merci de la réponse d'une personne là qui suit actuellement un casse nature et qui nous dit que oui, en effet, il y a des sensibilisations au niveau des architectes et des urbanistes. Ça fait plaisir de voir qu'il y a différents corps de métier qui sont sensibilisés à cette thématique. Voilà, je regarde encore si j'oublie des questions. Alors, quelqu'un nous demande, voilà, j'ai envie de faire une prairie quelle entreprise contacter? Moi, je vous inviterais déjà à regarder sur le site, là, sur la plateforme. Il y a des fois euh, des partenaires qui peuvent déjà recommander certaines entreprises. Vous avez aussi, peut-être, moi, j'aimerais peut-être aussi répondre par rapport à ça. On a eu un cours dernièrement et on remarque qu'il y a vraiment des entreprises qui sont, par exemple, certifiées par Bioterra et où il y a vraiment des possibilités de travailler avec la durabilité. Et ça, je vous invite à regarder sur notamment la plateforme et les partenaires qui font partie prenante de cette plateforme et puis qui vous seront de bons conseils. Oui, il n'y a pas de mauvaises herbes, il y a juste des herbes mal placées, en effet. Je pense qu'il y a des remarques qui sont tout à fait pertinentes pour ce soir. J'ai l'impression que je fais gentiment le tour des questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à profiter encore des quelques minutes restantes. Et puis, sinon, je vais gentiment continuer. Alors voilà, quelqu'un nous parle aussi, voilà, pourquoi est-ce que personne ne parle de l'importance des vaches pour la santé des sols, alors que les pouvoirs politiques sont en train de tout faire pour essayer de diminuer les cheptels? Oui, l'agriculture, c'est vrai que c'est un domaine qui n'est pas évident, hein, comme tu l'as aussi exposé, Cécile, par rapport à la biodiversité. C'est quelque chose où voilà, il faut faire la part des choses et puis il faut essayer de répondre à l'agriculture, aux besoins de la Suisse en termes d'alimentation, mais aussi à la biodiversité, bien sûr. Merci aussi aux différents liens qui sont transmis, notamment pour trouver des plantes. J'ai vu aussi tout à l'heure quelqu'un avait mis un lien sur les abeilles sauvages et aussi pour Habitat durable. J'invite les autres participants à prendre connaissance de ces liens. Merci pour ce partage. Voilà, pour essayer de finir dans les temps, il nous reste à peu près 1 minute et demie. Moi, j'aimerais revenir à ma présentation. J'espère que vous la voyez toujours. Est-ce que quelqu'un Oui, peut c'est bon. checker? Parfait. Voilà, merci beaucoup. Maintenant, hein, et maintenant, j'ai envie de dire, ben, la balle est peut-être dans votre camp. J'aurais envie de formuler ça comme ça. N'hésitez pas à parcourir la plateforme. Vous avez eu pas mal d'informations ce soir. Il y a beaucoup de choses. Ça doit un peu être digéré, bien évidemment. N'hésitez pas à essayer. Vous ne pouvez pas faire faux par rapport à l'utilisation de la plateforme. Vous pouvez avoir vraiment des connaissances, des informations, trouver des conseils, des partenariats. Utilisez ce concepteur de points biodiversité, renseignez les surfaces que vous avez, faites des tests chez vous. Oubliez pas de regarder, ben voilà, qu'est-ce qui se passe autour de chez moi? Est-ce que, il y a des séminaires? Est-ce qu'il y a des cours? Est-ce qu'il y a des formations? Est-ce qu'il y a des gens, qui peuvent me transmettre des connaissances pour que je puisse ramener un peu plus de biodiversité sur mon balcon, dans mon jardin? Et puis, peut-être devenez ambassadeur, ambassadrice, parlez, de votre engagement, parlez, de la biodiversité autour de vous, hein. Une goutte d'eau dans la mer et puis, ça peut faire la différence. Et Cécile nous l'a dit, voilà, avant de planter des arbres et arbustes, renseignez-vous aussi, hein, savoir si ça vaut la peine. Est-ce que c'est des aliments pour les oiseaux, pour les insectes? N'hésitez pas à vous renseigner sur le fait que ce soit indigène ou pas. Et puis, à vos agendas, euh, regardez tous ces ateliers qui sont proposés et puis notamment Redonner vie va proposer d'autres webinaires et le prochain donc sera le 25 avril pour découvrir un peu les possibilités d'action que vous pouvez mettre en place devant votre porte.
il y a un QR code, vous pouvez le scanner, vous pouvez soit, vous inscrire ou vous mettre sur, la liste des intéressés. Voilà, j'espère que ce webinaire vous a plu, que vous avez appris des choses, qu'il vous a inspiré. Peut-être que vous aurez l'occasion à ce printemps de voir une, cétoine dorée comme ici sur, une rose sauvage. Et dans tous les cas, j'espère vraiment que nous aurons l'occasion de vous revoir à un prochain webinaire. Si jamais on a oublié des questions, on y répondra directement. Et puis, de toute façon, ce webinaire, comme nous l'avons dit, sera accessible et vous pourrez le revisualiser si vous avez, oublié quelque chose ou si vous souhaitez, réécouter ces informations. Merci beaucoup, merci Yana, merci Cécile également pour cette, magnifique présentation et merci à vous de participer, voilà. Sans vous, difficile de créer des mesures biodiversité donc, voilà, merci beaucoup pour votre engagement et votre intérêt. Redonne vie à ton monde. Redonnezvie.ch. Tu participes ?